Vous suivez les programmes de Médien, bienvenue dans Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. Beaucoup de personnes aspirent à trouver le bonheur et l'épanouissement, mais ne savent pas comment s'y prendre. Nous allons parler aujourd'hui de la mindfulness. En cette première partie d'émission, la mindfulness, est-ce la voie nécessaire à l'épanouissement, surtout lorsqu'on parle des jeunes? En seconde partie d'émission, nous parlerons de toute autre chose. Nous parlerons de l'âge. L'âge impacte-t-il nos décisions? Alors nous allons en parler avec nos invités. Restez avec nous et c'est tout de suite. Alors nous commençons par vous. Moustapha, tu es entrepreneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Moustapha, merci à toi. Et à côté, nous avons Massamba. Tu es coach et également formateur, coach en développement personnel. Oui. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Alpha, merci à un habitué de Génération News. Tu es journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Sylvie, bonjour à mes co-débatteurs et voilà, merci pour l'invitation. Très bien. Nous parlons de la mindfulness. Vous avez déjà entendu peut-être ce mot ou pas. Alors, on va en parler justement. Je commence avec toi, Massamba. On sait que la mindfulness, c'est la pleine conscience. Mais avec tes propres mots, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, la mindfulness, c'est la pratique de la pleine conscience qui permet à l'être humain de se conscientiser afin de pouvoir s'épanouir. Parce que on ne peut pas parler d'épanouissement sans la connaissance de soi. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le bonheur sans pour autant aspirer à pouvoir gérer nos émotions, nos pensées et être en paix avec nous-mêmes. D'où l'importance de cette pratique qui est connue depuis longtemps par les bouddhistes et aujourd'hui qui est une nécessité, une clé pour pouvoir arriver à s'épanouir pleinement de sa vie. D'accord. Est-ce que tu partages ton avis ou bien tu as une autre définition de ce mot? Tout à fait. Donc, je pense que Massamba a très bien élucidé le thème. Donc, la pleine conscience, comme on a l'habitude de le voir, de prendre conscience, lorsqu'on parle de mindfulness, de prendre conscience de ses actes, de ses actions, avoir à peu près un contrôle sur sa vie. Donc, c'est par là qu'on va pouvoir accéder à l'épanouissement, prendre conscience de ses actes, avoir la connaissance de soi, se connaître d'abord, c'est très important. Avoir également confiance en soi pour avoir un contrôle sur sa vie, sur ses actions. Donc, si vous manquez ces notions-là, on peut penser que vous avez peut-être ce problème-là, d'être dans la pleine conscience, d'être conscient de vos actes, de vos actions et de vos résultats également. Raison pour laquelle c'est un thème très important et je pense qu'on va pouvoir vraiment en parler. Alors, Alpha, également, je te poserai la même question, c'est pour voir un peu, est-ce que tu partages l'avis de Moustapha, de Massamba en ce qui concerne la mindfulness? Oui, ils ont bien campé le décor, exactement, je suis d'avis avec eux. Peut-être juste ce que je vais essayer de rajouter, c'est que c'est une pratique qui est soit connue ou méconnue, mais je pense que nous pratiquons tous. Oui, on peut être conscient que ça existe, justement à travers les recherches. C'est pour ça qu'on demande aux gens de lire, de s'informer, de découvrir. Ça vous permet d'avoir quand même une maîtrise sur les concepts, parfois que nous pratiquons et que nous ne que nous pratiquons, mais dont on ignore c'est quoi la portée. C'est peut-être le mot en anglais. C'est le mot qui pose problème, comme tu dis, on pratique ça au quotidien finalement, sans le savoir. Tout à fait, je pense qu'on le fait consciemment ou inconsciemment. Voilà, oui. Il y a des gens qui le font consciemment. Par exemple, la pratique du yoga, voilà, qui est quand même une pratique qu'on peut un peu assimiler à la spiritualité. Le coach parlait tout à l'heure des bouddhistes. Oui, vous voyez par exemple ces gens, lorsqu'ils sont assis tout seuls, hein, c'est-à-dire dans un environnement qui est assez calme, assez paisible, ils se concentrent, ils ferment les yeux et ils passent un temps assez, excusez-moi, mais assez sérieux de concentration et de méditation qui peut-être a pour objectif je sais pas, de trouver la paix, une paix intérieure. Oui, tout à fait, oui, exactement, c'est ça l'expression, de trouver une paix intérieure. Quand quelqu'un, par exemple, on le fait aussi dans la culture musulmane. Oui, la méditation. La méditation, parfois, vous pouvez voir quelqu'un qui se retire. Souvent, on a parlé dans l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, d'une grotte dans laquelle il partait, voilà, se réfugier pour adorer Dieu. D'accord.
Oui, donc dans l'adoration même de Dieu aussi, parfois on a besoin de cette pratique de la mindfulness. Très bien. Alors j'aime bien ce qu'il est en train de dire. Cela renvoie à cette forme de mindfulness. Seulement, il y a aussi une partie quand on dit formelle et informelle. Alors, comme il disait tout à l'heure, la méditation, c'est beaucoup plus formel. Et quand je faisais des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a aussi cet aspect formel et informel. Je ne sais pas si tu partages cet avis, justement. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, tu sais, je pense que ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est quand on parle de l'être humain, il y a deux dimensions fondamentales, le spirituel et le physique. Tout est spirituel avant d'être physique. C'est-à-dire, quand l'être humain vit en se concentrant sur l'extérieur, il est dans la survie. Mais pour vivre s'épanouir, il faut être en contact avec soi. Donc cette partie que vous appelez informelle est la quintessence même de l'être humain. Parce que quand nous faisons les méditations, comme Alpha vient de dire, la prière a un effet méditatif. Tout ça, c'est pourquoi se conscientiser, aller à l'intérieur de nous-mêmes afin de pouvoir s'épanouir dans la vie. Autrement dit, en termes simples, être en contact avec notre âme. Qui nous sommes réellement. L'objectif de ça, justement, Mustapha, c'est chercher la paix intérieure, comme l'a dit Alpha, et aller, en fait, se connaître. Se connaître, oui. Et donc, est-ce que c'est important aujourd'hui de connaître justement cette mindfulness? À la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à être? On cherche à être épanoui? Voilà, effectivement, c'est l'épanouissement qu'on cherche et qu'il est difficile quand même de l'obtenir vu l'évolution du monde actuel, vu ce qui se passe tous les jours, avec le stress, avec les problèmes et tout. Donc, c'est en fait rechercher en fait l'épanouissement, et je pense qu'il y a plusieurs moyens, comme l'a bien dit Alpha et Massamba, plusieurs moyens qu'on peut utiliser quand même pour aller vers cet épanouissement-là, notamment la prière, la méditation, l'introspection, se poser des questions sur soi, faire un bilan de soi-même, aller voir un psychiatre. Tout ça, ce sont des méthodes qui nous permettent quand même de nous retrouver. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on court toujours, on travaille toujours, on est dans des business, on est dans des domaines, à un moment donné, on s'oublie. On finit par ne plus se retrouver. Et pour pouvoir être épanoui, il va falloir que tu te retrouves, que tu prends soin de toi, physiquement, psychologiquement. Parce que nous, d'habitude, on prend soin de nos habits, du parfum, de beaux lunettes, une belle voiture. Et on oublie ce qui est le plus important, c'est nous. En fait, cette paix intérieure qu'on a. Raison pour laquelle, parfois, vous voyez un pauvre qui n'a rien, mais qui est heureux, qui vit bien, qui se satisfait de ce qu'il a. Vous voyez un riche quand même, mais qui est toujours déprimé, toujours nerveux, parce que quand même, il n'a pas cette pleine conscience de lui-même. Il ne se connaît pas, il ne s'épanouit pas à l'intérieur. Raison pour laquelle il est bien, évidemment, de pratiquer ce qu'on appelle la méditation, la prière, de se poser des questions, voyez un peu, de voyager, de se décompresser un peu, sortir de temps à autre. Et le silence aussi joue de beaucoup dans ce sens-là. Oui. Je voudrais bien revenir sur cet aspect mindfulness informel et formel. Alors la méditation, comme je disais tout à l'heure, la mindfulness informelle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et quand on parle de mindfulness là où il y a des règles, donc mindfulness formelle, est-ce que ça ne rejoint pas justement la religion, comme tu disais tout à l'heure? Et si tel est le cas, ça veut dire que pour cette mindfulness informelle, chacun a ses règles. Ça veut dire qu'on peut adapter des choses de par nous-mêmes pour avoir justement cette paix intérieure. Et c'est tout à fait normal. Je trouve qu'il n'y a aucun problème là-dessus, puisque nous sommes différents quand même. Nous avons des réactions différentes, nous avons des émotions qui sont différentes, nous avons des points de vue qui sont divergents souvent. Donc chacun peut essayer de la pratiquer à sa manière, ou en tout cas de la façon dont il comprend la chose. Ce qui est bien ici quand même, c'est que on est en train de, pour te rejoindre, on est en train de circonscrire l'expression dans un peu la science, c'est-à-dire on va faire sortir aujourd'hui l'expression et tous ceux qui sont intéressés pourront comprendre ce que c'est. Mais moi je pense que c'est très ancien, ça ne commence pas aujourd'hui. Peut-être que la vulgarisation de l'expression est, comment je vais le dire, est méconnue. Voilà, non, oui, peut-être est méconnue ou vient d'être connue, ça dépend. Ça dépend, puisque aussi dans mes recherches, j'ai vu que ça ne date pas de maintenant, hein, on ne parle des années 1900 et tout. Mais justement, quand on prend l'aspect spiritualité,
par exemple, le jeûne, c'est pour moi la meilleure manière, la meilleure façon de pratiquer cette mindfulness, justement, parce que chez nous, les musulmans, on te dit, lorsque tu jeûnes, il ne faut pas médire, c'est-à-dire, on t'apprend des manières que tu dois perpétuellement continuer. C'est ça, justement, l'aspect philosophique que moi je tire du jeûne. On te dit, ne mens pas. Quand tu jeûnes, tu ne mens pas. Mais quand tu jeûnes, c'est-à-dire tu ne manges pas jusqu'à une certaine période, en tout cas. C'est des pratiques qu'il faut continuer de faire. On te montre que durant cette période, on le demande, mais c'est une habitude de vie, c'est un comportement, c'est des attitudes, des valeurs qu'il faut continuer de préserver. Oui, un mode de vie, un style de vie. Oui. Massamba, toujours dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, certainement, tu as remarqué, les gens aujourd'hui pensent beaucoup plus à leur passé, à leur futur, et oublient leur présent. Alors, avec cette méthode, il faudrait justement penser à son présent, profiter de ces moments instantés, de ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que justement, c'est de la même manière que tu vois les choses? Est-ce que tu partages ce que je suis en train de dire justement? Oui. Je partage et j'appuie cette idée parce qu'en fait, le bonheur n'existe que dans le moment présent. Le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Donc tout ce qui existe est le moment présent. Donc l'épanouissement, la voie de l'épanouissement va passer par vivre au moment présent. Maintenant, comment y arriver? Il y a plusieurs techniques qu'on applique par exemple dans les thérapies individuelles. On parle de psychothérapie. C'est-à-dire il y a la méditation, la prière religieuse, comme vous aviez dit tout à l'heure, le jeûne. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pratiques. Mais tout concourt à permettre à l'être humain d'être en contact avec lui-même. C'est ce qui a poussé au médecin psychiatre suisse Carl Gustav Jung de dire celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Parce que la solution à tous nos problèmes réside au profond de nous. C'est aussi ce qui a poussé les religions, les sagesses ancestrales, les sciences initiatiques à soutenir depuis la nuit des temps la connaissance de soi. Connais-toi toi-même est le premier enseignement philosophique. Et c'est la voie. Et justement, l'épanouissement là, est-ce que ça se limite à nous-mêmes? Lorsqu'on voit des gens qui sont autour de nous, qui sont heureux, je pense qu'on est également heureux, peut-être que tout le monde ne partagera pas cet avis-là. Mustapha, est-ce que pour toi, l'épanouissement s'arrête à soi? Ou bien on accompagne également les autres, on encourage les autres à être épanouis? Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut s'épanouir en donnant du sourire aux autres. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je suis formateur. Je m'épanouis dans ça. Je me retrouve dans ça. Donc, tu es entrepreneur, tu es également formateur. Tout à fait, tout à fait. Donc, je suis dans les deux. Raison pour laquelle, lorsque je le fais, je me retrouve, je me sens bien en faisant du bien aux autres. Donc, pour moi, la meilleure façon, en fait, de s'épanouir, c'est de rendre service aux autres. Celui qui est né pour ne pas rendre service à quelqu'un, qui est né pour ne rien faire pour la société, c'est un danger pour la population. Parce qu'on ne doit pas naître et repartir comme ça, à zéro. Mais si on arrive à réussir, on est épanoui, on réussit. Est-ce qu'aujourd'hui, on va juger cette personne? Mais on réussit comment? Pour être milliardaire, par exemple, si on parle de côté finance, il va falloir faire du business, il va falloir vendre. Voilà. Et un entrepreneur, c'est quoi son rôle? C'est de régler des problèmes. Tu règles des problèmes, tu donnes du sourire aux gens, tu soignes des gens, tu es médecin, ça dépend. Tu règles des problèmes moyennant une rémunération. Ici, c'est dans le cadre entrepreneurial. Tout à fait. Mustapha, tout à fait. À titre d'exemple. Oui. Alpha voudrait réagir. Oui, une petite réaction sur la base de ce que Mustapha est en train de développer. Si nous quittons l'aspect professionnel, l'aspect entrepreneurial, pour parler individuellement. Par exemple, quelqu'un qui réussit au milieu des gens qui sont malheureux, par exemple, ou quelqu'un, par exemple, qui réussit à être le premier de la classe, sachant qu'il y a lors de l'examen des gens qui n'ont pas réussi, comment cet épanouissement-là, par exemple, peut se passer? Parce que est-ce que ces gens-là peuvent ressentir la joie que toi tu ressens? Tu as beau leur, je ne sais pas, en tout cas peut-être féliciter ou les encourager, mais est-ce que cet encouragement ne peut pas être perçu comme une moquerie? Tout à fait. À la limite, oui, cet ami vient vers moi parce que j'ai pas eu, il me dit oui, l'année prochaine ça va aller, alors que lui-même il aurait pu échouer. C'est là, à mon avis, que se situe un peu, quand on parle de l'épanouissement, la définition de l'épanouissement. C'est d'abord soi-même. Parce qu'il y a soi-même, il y a l'environnement aussi. C'est-à-dire, comme l'exemple que j'ai donné, on laisse Alpha terminer. Rapidement, l'exemple que j'ai donné ici, c'est pour montrer que dans ce besoin de s'épanouir, on peut faire mal aux autres
en pensant qu'on fait bien les choses. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas échouer à un examen et se mettre à rire et à danser. Tout comme on ne peut pas réussir à un examen. Par exemple, moi j'ai vécu ça avec le baccalauréat. Lorsque par exemple un ami obtient son baccalauréat, il ne cherche plus à comprendre comment les autres ont échoué. Non, c'est la joie extrême. Moi, mais s'il est joyeux, je ne vois pas le mal. Oui, mais ce que je dis, Oui. il est joyeux, mais il y a son environnement. Vous voyez des gens qui sont là, ils pleurent, on les prend par la main, ils tombent même et tout. Vous comprenez un peu cette réaction? Parfois que toi, tu exprimes une joie immense, tu sais que tu rentres à la maison, tu es content, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est en face de toi, peut-être même que tu connais, qui est en train de pleurer. Donc, si vous parlez de la mindfulness, est-ce que là aussi, on peut parler de la pleine conscience dans ce cas-là? Est-ce que c'est appliqué ou pas pour quelqu'un qui a obtenu son baccalauréat, mais qui ignore un peu les autres qui ont échoué? Oui, donc ça, c'est pour montrer les limites de la mindfulness. C'est les limites de la mindfulness. Il y a des précisions à faire parce que je ne suis pas en phase avec lui déjà. Quand il parle d'environnement, c'est-à-dire, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous rend malheureux. Non. C'est la manière dont nous percevons ce qui nous arrive. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est de notre ressort en tant qu'être humain. Il y a des choses, d'autres choses qui sont du ressort de Dieu. Maintenant, la manière de gérer cette subtilité, cette interaction avec les autres, la réalité dans laquelle nous vivons, les épreuves qui nous arrivent, c'est ça qui crée notre condition d'être. Parce que le bonheur, le malheur, tout ce que vous pouvez dire dépend de la relation intrinsèque que nous avons avec nous-mêmes. Ce qui se passe ici. Mais parfois aussi, il y a des choses qui peuvent arriver qu'on n'a pas prévues. Hein? Le registre, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Le registre mental, émotionnel, comportemental détermine le caractère de l'être humain. Maintenant, comment gérer ces choses-là que vous dites qui nous arrivent, c'est là où se trouve le bonheur ou le malheur. La manière de gérer la manière d'appréhender les choses, la manière d'appréhender réussit chez tout le monde. Effectivement. C'est-à-dire, oui, je ne suis pas sûr que je suis. Bon, ça n'engage que lui. Parce que je peux dire pourquoi. On t'écoute, oui. Parce qu'on a parlé des émotions dans la mindfulness. On va le laisser parler. Je dis que j'insiste et je suis convaincu de cela. Oui. Parce que depuis un bout de temps, j'accompagne des personnes aussi. Donc, je pense qu'à toute humilité, je suis habilité à savoir si la pratique de la pleine conscience peut permettre à tout être humain de s'épanouir. C'est quoi, en prenant d'abord conscience de ses actes, dans ses actions, tout ce qu'on pose comme action, c'est ça? Premièrement, c'est d'être conscient de nos patterns intérieurs, de comment nous fonctionnons. C'est-à-dire, je parle de la dimension cognitive, émotionnelle et comportementale. C'est ce qui nous permettra, en fait, de pouvoir mettre à la lumière notre inconscient, nos zones d'ombre, afin de savoir comment on pourra switcher notre mental. Parce que tout dépend ici. La manière dont nous pensons. C'est ça qui crée notre condition d'être. Mais il y a aussi un point. Il y a aussi. Oui, je termine là. Ce qu'il y a à préciser, c'est que les mêmes techniques ne marchent pas pour tout le monde. Il faut sonder la conscience de l'être humain pour savoir qu'est-ce qui lui permettra de pratiquer la pleine conscience. Mais quand même, à coup sûr, il y aura des techniques qui permettront à tout un chacun de pouvoir se trouver afin de s'épanouir. Oui, je voudrais quand même que Moustapha puisse réagir. Moustapha, tu dis tout à fait d'accord. Tu es donc d'accord avec lui. Tout à l'heure, quand il parlait, tu disais également tout à fait d'accord. Voilà. Alors, je voudrais quand même savoir ce que tu en penses. Je ne suis pas d'accord, parce que ce qu'il avait dit par rapport à l'environnement et tout. Donc, il faut savoir que lorsque je parlais de l'épanouissement, comme on dit, un mot n'a de sens que dans un contexte. Donc, il y a des contextes où on peut vraiment s'épanouir, mais dans notre vraie vie, peut-être, est-ce qu'on a une vie qu'on rêve? Est-ce qu'on a cette vie-là dont on veut? Vous voyez, le bonheur, si on entre dans ce débat, je pense qu'on va jamais terminer, parce que le bonheur a chacun sa perception du bonheur. Mon bonheur à moi peut être différent de la tienne, différent de celle de Massamba. Donc chaque personne a sa propre perception selon lui, ce qui fait son bonheur, ce qui fait qu'il soit épanoui, qu'il soit vraiment satisfait de sa vie actuelle et de ce qu'il est en train de mener. Raison pour laquelle, lorsqu'on entre dans ce sens-là, peut-être on va faire des nuits pour en parler. C'est pas la définition du bonheur, c'est la définition de l'épanouissement. Et même l'épanouissement aussi, ça dépend de la personne. Ça dépend de ce que l'on pense, de ce que l'on fait. Mais lorsqu'on est épanoui à l'instant T, mais on a du bonheur à l'instant T. On ne peut pas parler d'épanouissement sans parler de bonheur. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre est qu'on ne peut jamais parler d'épanouissement et parler de bonheur. Ça, c'est impossible. Raison pour laquelle j'ai fait allusion au bonheur. Donc, par exemple, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui vient d'avoir son baccalauréat d'office, mais il est content, le bonheur est là, il sourit, il oublie tout le monde à l'instant T. Il est épanoui. La gestion là de l'émotion n'est plus présente. Voilà, donc là, ça c'est un élément important. Là, ça diffère. Central. Ouais. Coach,
c'est un élément central. On va laisser Alpha réagir. C'est un élément central. Pourquoi c'est central? L'émotion. Parce que l'émotion fait partie de la maîtrise de soi. Il y a l'intelligence émotionnelle. Oui, on va les laisser. Vous qui donnez cette formation. Ouais. Comment on appelle l'épanouissement, il le disait, c'est le bonheur pour certains, pour d'autres c'est la liberté, n'est-ce pas? Ça peut être le bonheur, ça peut être la liberté, ça englobe plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais ici, ce que j'étais en train de dire, c'est dans cette mindfulness, vous avez parlé de connais-toi toi-même. Et dans ce connais-toi toi-même, parlons aussi de l'épanouissement et de l'alentour, c'est-à-dire de l'environnement. Je pense que ma réponse c'était beaucoup plus basée sur la question que Sylvie avait posée. C'est-à-dire, est-ce que l'épanouissement, est-ce que quand on est épanoui, les autres aussi doivent être épanouis? Ou en tout cas, est-ce que cet épanouissement doit être contagieux? C'est ça que je disais. Je disais que cet épanouissement, il doit être encadré. Bien sûr. Notre bonheur n'est pas le bonheur de tout le monde. Tout comme notre malheur n'est pas le malheur de tout le monde. Alors je disais justement, est-ce qu'on peut accompagner les autres, je crois que c'est ça, encourager les autres à être épanouis? Est-ce que c'est dans le même sens? C'est dans le même sens que je parlais de quelqu'un qui a eu son examen. Mais pourtant... oui, mais justement, il faut faire un peu la différence. Quand je dis encourager les autres, il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Par exemple, un instant, s'il te plaît. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, pas d'estime de soi, et tu sens nettement que cette personne a besoin de tes conseils. En ce moment-là, tu peux l'aider à s'épanouir. Parce que si la personne arrive justement à comprendre tous ces aspects dans sa vie, elle pourra s'en sortir et prendra peut-être des bonnes décisions dans sa vie. Ce qui veut dire que la mindfulness, justement, agit dans la vie familiale, personnelle et même professionnelle. Bien sûr. Justement, Massamba. Effectivement, parce que c'est vrai, parce que vous savez, comme je l'ai dit au début, et comme Alpha vient de le souligner, quand il parle d'environnement, c'est pour bien évidemment répondre à ta question. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui se passe aux alentours de toi qui te rend malheureux ou heureux, mais ta manière de le percevoir. Je pense que je l'avais bien précisé. Maintenant, il faut savoir, on peut accompagner l'être humain, mais toutes les approches, que ça soit spirituelle, religieuse, tout ce que tu veux, les thérapies cognitives et comportementales, tout ce que tu peux employer, le PNL et tout ça, c'est dans une dynamique de permettre à l'être humain d'être centré. Mais quelque part, je comprends quand même la position d'Alpha, hein, parce que là, c'est vrai qu'on a défini le mot, ou bien encore cette pratique-là, mindfulness, mais la question, est-ce que ça nous permet justement d'aller vers l'épanouissement? C'est ça la question. Et on n'a pas parlé des inconvénients de la mindfulness. Est-ce que la mindfulness a des inconvénients? Oh, lui, il est convaincu par rapport, parce qu'il accompagne des jeunes, il est convaincu. On a parlé des avantages, mais est-ce que ça peut avoir des inconvénients? Effectivement, ça peut avoir, parce que si l'humain n'a pas compris qu'il est, par exemple, imaginons, vous m'avez parlé du jeûne. Je commence à jeûner pour pratiquer la mindfulness. Il faut d'abord savoir comment je fonctionne. La programmation, parce qu'on est programmé depuis cette première année de naissance. Maintenant, savoir notre programmation, notre registre mental, cognitif, je veux dire, émotionnel et comportemental, me permettra de savoir comment je pourrais appliquer cette pleine conscience. Alors, Mustapha, tu vas nous aider pour toutes ces personnes qui nous suivent. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour être épanouies? Est-ce qu'il faudrait forcément la mindfulness ou il y a d'autres choses? Voilà, donc comme je pense qu'on l'a dit tantôt, peut-être la mindfulness, c'est un terme anglais déjà, qu'on a nommé, mais qu'on n'a pas créé. Ça existait depuis la nuit des temps. Donc la plupart des termes que vous voyez aujourd'hui, c'est juste des termes qu'on a nommés. Vous voyez, ce n'est pas des termes qu'on a créés du jour au lendemain. Donc, c'est ce qu'on fait de tous les jours. Il y en a qui le font. C'est comme le fait d'entreprendre et de ne pas connaître l'existence du mot entrepreneuriat. Donc, je pense que la mindfulness, chacun le fait. Vous voyez, chacun peut le faire, mais peut-être de façon différente. Il y en a qui le font en priant, il y en a qui le font en méditant, il y en a qui le font peut-être en faisant quelque chose qui leur plaise, etc., en travaillant, etc. Donc, chaque personne a sa façon de pratiquer ce qu'on appelle la mindfulness. Oui, allez-y. D'accord, Alpha, oui. Ils l'ont reçu dans leur éducation. Ils n'ont fait aucun effort, n'est-ce pas? Ils n'ont fait aucun effort de lire un livre, de suivre un film. C'est dans leur éducation qu'on leur a transmis justement ces pratiques. Exactement. Et qui leur permet de se connaître. Est-ce qu'à l'école aussi, on doit quand même encourager cela? Alpha, tu y penses? Je pense que ça doit être le sens
quand on fait l'école, c'est justement pour se connaître, savoir, et ça se pratique, hein, qu'on le dise ou pas, comme je l'ai dit, consciemment ou inconsciemment. Un élève peut se dire, moi je suis bien en français, je suis nul en mathématiques. Ça, par exemple, c'est une prise de conscience. Mais est-ce que parce que tu es nul en mathématiques, tu ne peux pas réussir tu ne peux pas réussir à transcender cette peur ou cette idée que tu as? Ça, c'est le rôle du professeur, par exemple. À travers la pratique, à travers son fonctionnement et les astuces qu'il donne à ses élèves, il y a par exemple, et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que certains réussissent, c'est là que certains professeurs échouent. Vous avez d'autres professeurs qui vous encouragent, qui vous motivent, qui vous montrent qu'aujourd'hui tu as eu 1 sur 20 en mathématiques, mais non, la prochaine fois tu peux te retrouver avec 15, 17. Et parfois, ils te donnent même un exercice pour te donner une moyenne dans cette matière que tu pensais être, dans laquelle tu pensais être nul. Tout comme il y a d'autres professeurs qui échouent, qui te disent non, tu es nul et tout, qui jettent même la feuille. Et là, ça contribue à démotiver cet élève et à penser que donc, c'est pour ça que je disais, l'école, c'est le rôle de l'école. L'enseignement, c'est aussi de la pédagogie, c'est aussi un savoir-faire. Justement, la mindfulness est très, très importante. On est arrivé à la fin de cette première partie. Ce qu'on peut retenir justement de cette mindfulness, c'est qu'on cherche une paix intérieure pour être épanoui, mais pas seulement. Également, nous devons donner le sourire à toutes ces personnes qui nous entourent. On se retrouve tout à l'heure. Bienvenue dans la dernière partie de cette émission. Je suis toujours avec mes invités, Alpha, Massamba et Mustapha. Nous allons parler d'un sujet houleux, je veux le dire comme ça. En quoi l'âge impacte-t-il nos décisions de vie? Je commence par toi, Mustapha. Tu es très jeune. Je ne vais pas te demander ton âge. Hein. Okay. Est-ce que justement tu y penses? Tu penses à l'âge. Quand tu avances, tu dis... il faut que je prenne certaines décisions. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est très important parce que là, ça compte beaucoup. Même si bien qu'il y a des choses qu'on doit faire à un certain âge et des choses qu'on ne peut plus faire lorsqu'on a un certain âge, mais quand même, lorsqu'on est entrepreneur, par exemple, je prends mon cas, c'est bien de prendre en compte l'âge que vous avez parce qu'il y a beaucoup de choses. Si vous voulez les réussir tôt, il va falloir les commencer très tôt, peut-être à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans. Donc, il y a beaucoup de choix que l'on prend tous les jours qui impactent. C'est-à-dire, ça a un impact. C'est-à-dire, ça dépend de l'âge que nous avons. Par exemple, quelqu'un qui a 70 ans, il peut prendre des choix vraiment qui vont pas être bénéfiques pour lui parce qu'il a dépassé l'âge de pouvoir le faire. Quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, qui est entre 18 et 35 ans, là, vous êtes dans le processus de construction. Comme je le dis souvent à mes étudiants, entre 18 et 35 ans, pendant ce moment-là, c'est là que vous allez construire votre lendemain, votre futur. Il faut en être aussi conscient. Il faut en être conscient, prendre des décisions vraiment bien jugées, bien dosées, qui vont être le résultat de votre lendemain. Mais qu'est-ce qu'on appelle par bonne décision aussi? Est-ce que ça dépend de la personne? Alpha? Oui, principalement. Principalement, c'est d'abord la prise de conscience, toujours, qui doit guider aussi nos choix. Comme il le disait, lorsque j'ai 70 ans, est-ce que je peux toujours continuer de faire ce que je faisais lorsque j'avais 18 ans? Est-ce que là, on peut le faire? Je ne pense pas. Même si, il faut le dire aussi, pour certains, l'âge n'existe pas. L'âge n'existe pas, c'est une barrière qui a été mise pour montrer aux gens qui ne doivent pas rêver, qui ne doivent pas continuer d'espérer. L'âge n'existe pas, quoi? C'est juste un chiffre. Pour certains, en amour par exemple, vous voyez ça qu'on dit, hein, l'amour n'a pas d'âge. N'est-ce pas? Vous pouvez voir quelqu'un qui a 70 ans, qui épouse une fille qui a 25 ans, et lui, dans son entendement, c'est-à-dire c'est des choix de vie, et je pense que quelqu'un normalement n'avait pas à juger ça. Quelqu'un n'a pas dit que c'est bien, c'est normal. C'est trop, comme normal. Je viens de le dire là. Tu dis? Oui. Comme je viens de le dire, c'est trop. C'est un jugement que c'est la raison pour laquelle lors de la première partie de cette émission, je parlais de l'environnement. Notre environnement, parfois, c'est lui qui nous pousse à agir de façon, c'est-à-dire d'agir bien ou mauvais. Par exemple, quelqu'un, comme je le disais, qui épouse une fille qui a 25 ans, qui a 70 ans, si c'est l'amour qui a guidé votre relation, en quoi quelqu'un peut se mêler? C'est ce que je disais, qu'est-ce qu'on appelle par bonne décision? Pour une personne, s'il faut aller dans ton sens, une personne peut se dire, j'ai 70 ans, je ne me vois pas épouser une jeune fille de 25 ans. Mais
je vais préciser quelque chose, nous sommes ici dans les sciences humaines aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas les sciences exactes. Et quand on parle d'amour, vous voyez beaucoup de gens qui défendent cette idée. Comme je l'ai dit, non, c'est normal, ils s'aiment et tout. Même si de l'autre côté, on peut se dire, non, la fille l'a épousé parce que le bonhomme a de l'argent. C'est un vieux qui a de l'argent, c'est pour ça que la fille a accepté. Mais par exemple, si nous venons dans le milieu politique, vous voyez que c'est un facteur que les gens utilisent pour éliminer d'autres. Et dans la plupart des constitutions, il y a ce facteur-là qui est là. On dit on est candidat, on peut être candidat à partir de 35 ans. Pour la limite de l'âge dans certains pays, c'est quoi? C'est 70 ans, 75 ans. Alors que... C'est des stratégies pour écarter certains. C'est des stratégies politiciennes, parfois, qui n'ont pas vraiment raison d'être. Un jeune, il peut avoir 35 ans, 40 ans, il prend le pays, il le conduit à la dérive. Je prends par exemple l'exemple de ce président, sans citer son nom, qui est militaire quand même, qui a fait un coup d'État, qui a pris le pouvoir à 25 ans. Il est devenu président à 25 ans. Mais là où il a conduit son pays, je pense que vraiment ce n'était pas souhaitable. Et lui-même, son sort présentement, bon, peut-être que je ne vais pas juger. Massamba va réagir. Depuis qu'on a commencé cette émission, il n'a pas encore parlé. Alors, Massamba, justement, on parle de l'âge. Est-ce qu'il faudrait prendre des décisions tôt, quand on est jeune, comme il disait tout à l'heure, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans? Peut-être que quand on va atteindre 30 ans ou 35 ans, 40 ans, ça sera trop tard? Absolument. C'est pour cette raison-là, on parle de l'enfance, la jeunesse et la vieillesse. Il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique. C'est-à-dire, l'être humain, son fonctionnement, la biologie de l'être humain, de l'enfant est différent totalement de la biologie de l'adulte, voire du vieux, des vieillards. Donc, de ce fait, il y a de ces décisions, on doit les prendre quand on est jeune, quand on a le sang chaud, quand on est hyper actif. C'est-à-dire, c'est dans la jeunesse que l'avenir, comme vient le dire coach Prophet, Moussafa, c'est dans l'enfance, là où tu es bien, que tu construis ton avenir. Arriver à un certain niveau, ça ne sera pas impossible, mais très difficile. Mais justement, ce n'est pas seulement dans ce sens-là, je suis d'accord avec vous, hein, mais il y a aussi un autre sens. Lorsqu'on prend de l'âge, on devient encore plus mature, plus sage, et on peut prendre de bonnes décisions. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est très clair. Parfois, on peut prendre les décisions les plus importantes de notre vie à l'âge de 60 ans, à l'âge de 70 ans. Donc, comme il l'a si bien dit tout à l'heure, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, il y a des domaines où l'âge n'est qu'une illusion. En amour, l'âge n'est qu'une illusion. Lorsque vous avez 70 ans, vous pouvez épouser une femme de 25 ans. Et en entrepreneuriat, par exemple, moi, je le dis à ceux que je forme, je leur dis que, c'est-à-dire, l'âge ne compte pas trop. Tant que vous vivez et que vous êtes en bonne santé, vous pouvez réaliser, changer le monde. Il y a une structure dont je ne vais pas donner le nom, que tout le monde connaît à l'échelle internationale. Le propriétaire, il l'a fondé à l'âge de 70 ans. Je sais qui c'est, mais on ne va pas dire son nom. Tout à fait, on ne va pas dire son nom. Donc, pour vous dire que parfois, il n'est jamais trop tard. Peut-être il pourrait se dire que non, j'ai travaillé toute ma vie, je ne vais pas attendre d'avoir 70 ans pour commencer à lancer un business. Donc, pour lui, l'âge n'était pas une barrière. Et comme il l'a dit tantôt, parfois, pour certaines personnes, ils se disent que non, c'est trop tard, je ne peux plus vraiment être une bonne personne. Je suis carrément, c'est fini pour moi. Alors qu'en réalité, on peut toujours revenir en arrière, on peut toujours se retrouver. Dans l'entrepreneuriat, justement, tu as raison. Mais il y a aussi un aspect physiologique. Pour les femmes, les choses changent. Quand tu veux épouser une femme de 70 ans et que tu as 25 ans, ça pose problème. Attends, il y en a, il y a eu beaucoup de cas comme ça, des gens qui ont épousé. Je donne un cas que tout le monde connaît parce que là, je suis sûr que on peut te permettre de parler. Personne ne peut me démentir. Voilà. Le cas du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a épousé sa femme qui était plus âgée que lui. Ça, c'est un exemple pour montrer que vraiment que c'est pas un élément, non, c'est pas fatal. Les gens, c'est raison pour laquelle mais il y a l'écart quand même. Si c'est un jeune qui veut avoir des enfants, non? Tu es très jeune et que tu veux épouser une femme plus âgée que toi, l'écart peut-être, par exemple, je vais exagérer un peu, de 40 ans. Cette femme ne vous donnera pas des enfants. Ça veut dire qu'il faut une décision conjointe si le monsieur ou le jeune homme décide de ne pas faire d'enfants, de ne pas avoir d'enfants. Heureusement que tu parles de vouloir. Tout comme il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Prenons le cas de celui qui dirige la France présentement. Oui, le président Macron. C'est aussi un autre cas. À ma connaissance, ils n'ont pas d'enfants. À ma connaissance. N'est-ce pas? Est-ce que c'est les enfants qui l'intéressaient lorsqu'il l'épousait? Ou il se disait que cette femme-là peut me conduire à obtenir ce que je veux?
C'est pour ça que je disais, c'est assez compliqué la vie, l'être humain, la compréhension de l'être humain. Nous sommes différents et chacun d'entre nous a sa façon de voir le monde. Quelque part, c'est mal vu aussi dans certains pays, un jeune homme qui vit avec une femme plus âgée. Et c'est un peu dérangeant. Et tu me tends la perche, il faut que nous parlons de l'aspect sociologique. Oui. Ça, c'est l'aspect le plus important. Dans nos familles, on te fait comprendre que lorsque tu arrives à avoir... en tout cas, moi, chez moi, chez nous les Peuls, je le dis clairement, ouvertement, peut-être que ça commence à changer. Il y a des changements parce qu'il y a la modernité qui s'est installée, qui a commencé à balayer l'ancienneté. Mais par exemple, les jeunes filles, on te fait comprendre que lorsque tu as l'âge de la puberté, c'est le mariage. Avant, en tout cas, c'était ça. C'est-à-dire, tu commences à être... Donc, prépare-toi. L'homme aussi, tu commences à avoir 20 ans, 22, 23, 24 ans, on te dit non, il faut avoir une femme. Voilà, c'est l'âge. Alors qu'est-ce qu'il y a un âge? Que ce soit dans les livres ou que ce soit, je ne sais pas, dans la religion, il n'y a pas d'âge, ce n'est pas mentionné. On ne dit pas chez nous, les musulmans, par exemple, à 25 ans, tu dois te marier. Ça n'existe pas. Ou par exemple, je ne sais pas, chez les chrétiens, mais chez les musulmans, ce n'est pas le cas. Alors que la société veut nous imposer chez cela. Les chrétiens, on n'interdit pas les jeunes, de moins âgés d'épouser des femmes. Je parle de l'âge. Est-ce qu'il y a une fixation? Est-ce qu'il y a une fixation? Est-ce qu'on dit par exemple, à partir de 25 ans, tu dois te marier? Est-ce que ça s'écrit quelque part? Ou à 30 ans, tu dois te marier? Alors, sur le plan professionnel, merci beaucoup pour cet aspect. On va parler d'un autre aspect. Sur le plan professionnel, il y a certains employeurs qui disent que je préfère encore employer des jeunes et ils sont très intelligents. Bon, on ne va pas dire que ceux qui sont âgés ne sont pas intelligents, mais ils viennent avec des bonnes idées, des idées fraîches. Donc, ils préfèrent encore embaucher les jeunes. Comment tu penses à cette façon de faire? Effectivement, comme j'ai l'habitude de le dire, personne n'a aucune légitimité de ce qui relève de la conscience individuelle. Ça, c'est un choix personnel. Tu décides, tu as ton entreprise, tu décides d'employer les jeunes ou les vieux, ça va de soi. Mais une chose est sûre, la jeunesse, naturellement, c'est une question biologique et plus active. Mais aussi, la vieillesse a aussi des côtés positifs, c'est-à-dire comme tu viens de le préciser, c'est-à-dire l'expérience. Et comme on dit souvent, l'expérience fait la différence. Donc tout c'est une question de choix. Et chez les Africains, on dit aussi les vieilles marmites préparent les bonnes sauces. Oh oui, mais précisons-le. Oui. Vas-y Alpha, vas-y. Précisons-le. Je ne veux pas être vulgaire ou comment je veux le dire. Voilà, quand même, je suis bien éduqué pour ça, mais il y a des gens qu'on appelle vieux cons. Oui, n'est-ce pas? Oui, ils sont âgés, ils ont un âge et tout ça. Mais si vous voyez les attitudes, le comportement de ces gens, vous vous demandez, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo sur Facebook, très sincèrement, peut-être après je vais essayer de vous la montrer, une femme qui vient pour une interview, qui pose une question à un homme âgé, vous l'avez vu? Ça a été viral, oui. Voilà. Il vient et le bonhomme se permet de dire des trucs à la dame. À un âge, il est âgé. Ouais, c'est comme il disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Alpha, que l'âge est un chiffre, c'est juste une illusion. Il y a des jeunes qui sont matures. Vraiment. Il a 20 ans, mais quand il s'exprime, tu as l'impression qu'il a 40 ans. Et je te rejoins aussi, il y a des adultes, par exemple, il a 40 ans, 45 ans, mais tu te poses des questions. Mais pourquoi il s'exprime ainsi alors que tu t'attendais à une personne mature? Donc, comme vous l'avez dit, parfois l'âge est une barrière. Et ici en Afrique, on ne comprend pas ça. On se dit, dans la politique, peut-être pour être président, il faut avoir 35 ans. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui s'est levé un beau jour et qui a pensé que c'était normal, qui a voté ça à l'Assemblée. Donc... Non, mais peut-être là aussi, c'est l'expérience. Parce qu'à 35 ans, on a vécu quand même pas mal de choses. Mais on en a vu. On ne peut pas donner un pouvoir, je me dis comme ça, vous allez peut-être me contredire. D'accord. Le pays, la gestion d'un pays à un jeune de 20 ans. D'accord, mais dites-moi, combien de fois avez-vous vu des gens qui ont 35 ans, plus de 35 ans, 40 ans, 50 ans, être président et détruire leur pays? Il y en a pas mal, on en a vu. Je précise à Selmi, je ne te coupe pas, je précise qu'il y a eu des jeunes princes qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 tout jeunes. Oui. Ils sont responsables. Ils connaissent comment. Par exemple, le jeune du Maroc, là. Oui. Le jeune prince du Maroc, que moi j'ai vu ces vidéos. Oui. C'est extraordinaire. Et là, aujourd'hui. Tout part aussi avec l'éducation. L'éducation qu'on donne à l'enfant. Mais est-ce que tu te vois quand même en Afrique, un jeune de 20 ans gouverner? Ou bien, on va dire présider. C'est une question qui est très difficile parce que là aussi, tu poses un aspect, je pense, qui a été aussi résolu dans
dans la religion musulmane. C'est-à-dire si l'âge n'est pas pris en compte dans certaines considérations de la vie chez les musulmans, il y a aussi un aspect où l'âge revient. Par exemple, la gestion, justement. Chez nous, par exemple, les musulmans, à partir de 40 ans, parce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, je pense que c'est à partir de 40 ans qu'il est devenu le messager qu'il était et tout. Il y a aussi cette question-là. Pour certaines responsabilités, je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas mettre un jeune. Il faut une expérience, il faut une éducation, une expérience. Bien sûr. Qu'on sente que cette personne est responsable. Il faut le dire, on présume qu'à cet âge-là, il peut être responsable. Comme je le disais, il y a eu un président à 25 ans, je ne cite pas son nom, il a été président à 25 ans. Moi, j'ai plus 25 ans. Voilà. Mais la manière dont il a gouverné, c'était extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire, on est en Afrique, on fait ce qu'on veut, on a les femmes, on a l'argent, on a le pouvoir, on a tout ce qu'on veut, on fait comme on veut. Alors, Massamba, toujours, on parle de l'âge. Je précise, Sirmi, avec ta permission, qu'Abdoulaye Wade, ici, ancien président du Sénégal, l'avait mentionné. Moi, j'ai lu un livre où il disait qu'il regrette d'avoir été président à 75 ans. Je pense qu'il avait 75 ans. Il dit que s'il était un peu plus jeune, il aurait pu faire des réalisations dont vraiment les Sénégalais allaient être très fiers. Mais ça dépend. Quand Wade dit un peu plus jeune, il ne parle pas de 18 ans ou 20 ans, quand il devait avoir 20 ans. Non, pas ça. Mais c'est-à-dire son âge, Nelson Mandela, qui est venu au pouvoir âgé. Mais il a compris qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Il a fait un mandat de 4 ans et s'est retiré. Là, c'est l'âge qui a été un facteur bloquant, alors qu'on sait que Mandela, vraiment, en tout point de vue, je ne dis pas qu'il est irréprochable, mais vraiment, c'est un grand homme. Mais c'est un leader. Ça a été un leader. Il a laissé une grande histoire en Afrique et même dans le monde. Massamba, j'aimerais bien que tu puisses réagir, toujours dans le monde professionnel. Les choix que nous faisons, est-ce que l'âge aussi impacte nos décisions? Quand on est jeune, on peut s'amuser un peu à changer d'emploi. On est dans une entreprise, 5 ans après, on change. Mais quand on se rend compte qu'on prend de l'âge, on a 45 ans, 50 ans, est-ce qu'on peut continuer toujours à le faire? On garde cette habitude de changer d'entreprise. Effectivement, tout dépendra de la personne, de ce qu'on aspire être, devenir ou avoir. Mais, bien évidemment, que l'âge va impacter, doit systématiquement impacter nos choix. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'horloge biologique. Pour les jeunes, un jeune, l'avantage qu'il a pour prendre certaines décisions qui va orienter sa vie, le vieux l'a déjà vécu. Donc, bien évidemment, ça impacte systématiquement nos choix. Et si on arrive maintenant à exploiter ça, l'opportunité qu'on a par rapport à l'âge que nous avons, c'est là qu'on pourra bien évidemment réaliser nos objectifs et atteindre un certain niveau. Mais le fait de changer d'entreprise, est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte aussi de son âge? On a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on peut dire que c'est acceptable. Mais quand on arrive à 45 ans, 50 ans, est-ce qu'on va continuer à le faire? Tout dépendra de ce qui te pousse à changer d'entreprise. Parce que je ne peux pas être l'avocat du diable. Quelqu'un qui veut changer, je ne sais pas le pourquoi. Mais il y a la retraite aussi qui arrive. Mais je suis d'accord avec toi que l'âge peut jouer là-bas. Mais aussi, peut-être la personne a raison. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il veut changer. Mais quand même, si tu es jeune, tu es bien dans là où tu es, tu apprends, ce n'est pas opportun de changer. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour pouvoir juger le choix là. C'est ton avis, hein, mais est-ce qu'il faudrait plutôt penser aux entrepreneurs? Un entrepreneur, on va dire un employé qui est dans une entreprise et il sait qu'il a 45 ans, 50 ans, on va dire même 65 ans, il décide d'arrêter parce qu'il a un objectif, il veut créer son entreprise. Est-ce que là, on va dire que c'est quand même positif? Mais quelqu'un qui n'a aucun projet et il se dit, il se permet de changer d'entreprise, Alpha. Ou bien tu veux réagir, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, ce que vous dites là, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Pour moi, ce serait un échec pour moi, par exemple, de travailler jusqu'à l'âge de la retraite pour aider quelqu'un à réaliser ses propres rêves. Donc, on a des rêves, on a des projets en tête, on a des choses qu'on veut faire, on veut participer à l'évolution de la société. Donc, ce serait pas bien pour quelqu'un de travailler de 20 ans ou bien de 18 ans à 60 ans pour quelqu'un. À un moment donné, quand même, comme vous l'avez dit, il faut se retirer parce que vous êtes en train de prendre de l'âge. Et aujourd'hui, ici en Afrique, par exemple, on connaît
comment sont les salariés. C'est un peu difficile. Avant la fin du mois, tu as déjà terminé ton salaire. Raison pour laquelle, à un moment donné, quand même, il faut raccrocher les crampons, essayer de faire quelque chose quand même où tu te retrouves, quelque chose qui t'appartient à toi et tu vas aider d'autres personnes à aussi réaliser eux-mêmes leurs rêves. Mais ce serait vraiment peut-être pas souhaitable de voir peut-être quelqu'un travaille toute sa vie pour quelqu'un, toujours à attendre le salaire. On ne connaît jamais un milliardaire aujourd'hui qui est salarié. La plupart des gens aujourd'hui qui détiennent l'économie de ce monde, c'est des entrepreneurs. Donc ça ne veut pas dire nullement que tout le monde doit entreprendre, mais plutôt à un moment donné, il faut savoir quand même se retirer un peu, mettre sa propre chose. Parce que lorsqu'on est dans une entreprise, on apprend le fonctionnement, on apprend le métier pour le maîtriser afin peut-être par la suite de lancer quelque chose de similaire. Mais tout le monde aussi n'est pas entrepreneur, on est d'accord. Oui, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'on encourage les Africains à entreprendre. Tout à fait. Mais comme tu dis, tout le monde n'est pas entrepreneur. Oui. Alors, je l'ai précisé. Alpha, j'aimerais bien que tu puisses réagir. Pour une personne qui n'a aucune idée d'entreprendre et cette personne n'a aucun projet entrepreneurial, est-ce que cette personne peut quand même changer d'entreprise sachant que la retraite, c'est pour bientôt? Ça, tu évoques un aspect qui est très important. C'est l'aspect de la planification et l'aspect de, comment je vais le dire, oui, c'est la planification. Il faut avoir un schéma professionnel aussi. Beaucoup d'entre nous n'ont pas ça. C'est-à-dire, on est là dans une entreprise, on se lève, on gagne notre salaire à la fin du mois, on pense que ça va durer. On a vu par exemple des entreprises qui ont fermé comme ça et les employés étaient là les yeux, voilà quoi, les yeux hagards parce que tu pensais que ça allait être... Il faut avoir un plan de carrière, moi je pense. Un plan de carrière, qu'on soit entrepreneur ou pas. Moi qui vous parle, j'ai un plan de carrière. Très bien. Présentement, je suis journaliste, mais je ne veux pas être journaliste jusqu'à 50, 60 ans. Vraiment, j'ai un plan de carrière. Tu peux nous partager ton plan de carrière? C'est un secret? Bon, il faut garder ça pour toi. On verra. Je ne suis pas généreux à ce point. Bon, voilà. Là, je vais garder ça pour moi. D'accord. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut évoquer, c'est l'aspect divin. Il y a aussi Dieu. On a beau aussi faire son plan, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. On a beau aussi avoir un plan de carrière. Moi, à 30 ans, je serai ici. À 35 ans, je serai là-bas. À 40 ans, je serai là-bas. Tout est question aussi d'acceptation. Est-ce que le Seigneur va même nous garder jusqu'à cette période? Peut-être qu'on disparaît. Mais n'empêche, on peut toujours avoir un plan de carrière. Oui, souvent moi j'ai entendu ça. Par exemple, quand quelqu'un décède, souvent j'ai entendu des amis, des personnes dire que oh, tel est parti, mais il avait tellement de projets. Oui. Il voulait tellement réaliser ça, il voulait voyager, il voulait faire ceci, il voulait faire cela. Ah, tu me rappelles un ami qui est décédé, qui travaillait, bon, je ne sais pas dire le nom de l'organe, mais très, très intelligent. Journaliste? Et, oui, il était journaliste. Moi, je le voyais comme un président du Mali. Ah, oui, ouais. Et ça nous a vraiment choqués, il nous a quittés. Ça arrive. Mais au moins, pas facile. Au moins, ce qu'on peut retenir de ces personnes, c'est qu'elles nous ont montré qu'il faut rêver. Dieu nous a laissés pour continuer l'œuvre qu'ils ont commencée. Il nous laisse, on parle de ce qu'ils ont fait, mais on dit aussi qu'il avait des projets. Il est parti, il a laissé ses projets. Et nous qui vivons, devons-nous avoir des projets? Devons-nous rêver ou nous devons juste rester et attendre que notre tour aussi arrive pour s'en aller? C'est ça le grand mystère de la mort qui n'est pas le sujet du jour, mais qui, à mon avis aussi, parfois est un sujet qu'on lit à l'âge. Voilà, je suis jeune, et je vis, je suis vieux, la mort approche. Donc c'est pour ça que je disais, c'est ça le grand mystère. L'âge, c'est le grand mystère de la vie, tout comme la mort. Oui, justement, c'est pas le sujet, mais je crois que tu n'es pas hors sujet. Parce que quand on prend de l'âge, on a peur aussi, on se dit on va bientôt mourir. Bon, c'est pas notre cas, que le Seigneur nous en garde. J'allais dire Mustapha, Massamba, justement, est-ce que tu vois les choses de la même manière que Alpha? Quand on prend de l'âge, on a un peu peur, on a nos projets, on risque de ne pas les réaliser, mais je pense qu'il faut toujours rêver. Effectivement. Et là, ce qu'il faut faire preuve de foi. En fait, il faut avoir la foi. Ce n'est pas pour rien la base de toute religion, c'est la foi. À chaque fois, on nous répète sincèrement, ayez la foi. Croire en quelque chose, en dépit de l'absence de toute preuve. Vous fixez vos objectifs. Dans la tête, l'imagination, en fait, c'est le ressort principal de toute activité humaine. Et la source principale de l'homme. Si on détruisait cette faculté, la condition de l'homme s'immobilisera au niveau de la bête. Dieu nous a donné une imagination
pour pouvoir aspirer à devenir quelque chose. Et cette aspiration qui nous oriente, qui nous pousse à pouvoir réaliser nos objectifs. Donc il faut toujours rêver en gardant la foi que cela arrivera. Mais après tout, tu viens de le dire, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose. Il faut laisser ça, ne faut pas passer à la mort et tout ça, c'est du ressort de Dieu. J'ai à faire ce qui brûle dans mon cœur et je laisse Dieu décider de ce qui est mieux, parce que je ne sais pas. Oui, Moustapha aussi une réaction par rapport à ça, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Est-ce que toi également tu as peur de la mort? Ou tu te dis, il y a la barna, comme on dit au Sénégal, il y a la barna en français, ça veut dire, aide-moi un peu, Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand. Ouais, c'est ça. Donc je partage bien la vie parce que quand même, on peut bien avoir des projets, on peut bien planifier tout, mais on ne sait même pas si on va sortir ici. Donc ça, espérons que ça va pas se passer, Inch'Allah. Donc c'est un peu ça, on fait des programmations, on fait des planifications, on fait nos calculs, c'est-à-dire tout est juste dans nos calculs, mais parfois quand même c'est Dieu qui intervient. Même dans votre propre travail, parfois vous planifiez tout. Ça ne va pas parfois. Toujours, voilà. Donc pour dire, voilà. Ça, on a vraiment des croyances sur ce plateau et j'aime bien. Oui, c'est ça. Donc la divinité et la foi, c'est tout. Quelqu'un qui n'a pas la foi, bon, c'est eux qui vont, c'est-à-dire les gens qui détruisent le pays sur le plan politique, etc. Réellement, si vous voyez, c'est pas des gens de bonne foi. Alors, j'aimerais bien que tu puisses encourager un jeune Africain qui peine à entreprendre, qui se dit, je suis dans une entreprise, je suis bien, j'ai mon salaire, je ne pense pas entreprendre, même si j'ai une idée innovatrice. Tout à fait. Donc pour ça, c'est juste de lui rappeler que peut-être pour lui, il est dans la sécurité. La plupart des salariés, pour eux, voilà, ils sont bien installés, ils ont un bon salaire, c'est la sécurité. Chaque mois, il y a de l'argent qui entre. Mais il faut savoir, comme l'a dit tantôt, lors de la Covid, Alpha. Donc combien de personnes ont perdu leur boulot à cause de la Covid? Beaucoup d'entreprises ont fermé et ces gens-là qui travaillent là-bas, est-ce qu'ils auront la chance d'être recrutés ailleurs? Et pourtant, ils ont des charges, ils doivent manger, papa est là, maman est là, ils ont une femme. Donc pour vous dire que le salariat, c'est pas la sécurité. Même l'entrepreneuriat, c'est pas la sécurité. Mais l'entrepreneuriat, je pense que pour moi, c'est l'idéal. À un moment donné, quand même, c'est bien. Je vous encourage à travailler, être salarié, recevoir des salaires, mais en apprenant comment fonctionne la structure. On ne doit pas être salarié et se limiter seulement à ce que l'on fait, écrire ou bien signer quelque chose comme ça. Mais essayons de comprendre les mécanismes, comment fonctionne l'entreprise. Pour, au final, à nos 40 ans ou bien 35 ans, on lance une entreprise pareille, similaire ou bien qui innove. Et c'est ce qui va permettre d'être libre, d'être indépendant financièrement, de voyager, de faire tout ce que vous voulez. Parce que lorsqu'on est salarié, parfois on a des congés, parfois on n'en a pas, c'est un peu compliqué. Merci donc pour être libre, beaucoup, il faut entreprendre. Nous sommes arrivés à la fin de cette dernière partie d'émission et je vais vous donner l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à toutes ces personnes qui nous suivent depuis longtemps. Et nous sommes arrivés en 2024. On n'a pas pu le faire la dernière fois, mais vous allez le faire maintenant. Je vais donc commencer avec toi, Massamba. Tu peux souhaiter les meilleurs vœux à toutes ces personnes qui te regardent et aussi ta famille en quelques secondes. Et mes meilleurs vœux à vous tous qui allez me reconnaître dans cette antenne, à vous aussi. Merci. Et particulièrement à ma famille et ma maman chérie. Très bien. Moustapha? Donc mes meilleurs vœux à tout le monde, à vous déjà, à cette communauté qui nous regarde, ainsi que tout le personnel de Médian TV. C'est un plaisir. À ma famille également, mon père, ma mère, vraiment qui sont tout pour moi. Donc mes meilleurs vœux à tout le monde et bonne santé, prospérité, réussite dans tout. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alpha? Oui, je vais bien entendu être ou faire comme les autres. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent. Il faut commencer par ça. Rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a laissé la vie. Et pour 2023, nous souhaitons qu'il nous laisse encore en vie en 2024 et pour les années qui vont venir, une centaine d'années. Voilà, nous l'espérons. Et merci à toi pour l'invitation. Je souhaite que 2024 soit une année radieuse pour tout le monde et une année de réussite. Très bien. Merci beaucoup. Tu as oublié toutes ces personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas grave. Vous avez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. On se retrouve très bientôt et portez-vous bien.